Les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quelle leçon allons-nous tirer? Quelle leçon Flick va tirer de ce match Newcastle FC Barcelone, match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions? Deux clans s'opposent un petit peu dans la communauté Barça. Comme je l'ai dit dans mon titre d'ailleurs de mon débrief, ceux qui vont être un petit peu frustrés de l'appréciation du FC Barcelone en disant qu'on manque de qualité, qu'on manque de tactique et qu'on n'a pu faire que match nul finalement en subissant beaucoup contre le 12e de Première Ligue, et ça peut se comprendre. Et un autre camp qui va dire que finalement on s'en sort pas si mal que ça n'était que le match aller, qu'il fallait être mature en vue du match retour et ne pas concéder, et qui dit bon bah finalement c'est pas si mal que ça. Deux camps qui s'opposent un petit peu. Et vous allez voir dans cette vidéo, je vais un peu préciser moi dans quelle partie je suis, mais on va surtout essayer de voir ensemble quelles sont les 5 leçons à tirer du côté de Flick, mais aussi du côté des prestations de certaines individualités. Premier point, mesdames et messieurs, doit-on vraiment en ce moment se dire qu'il est l'heure du 4-3-3? Alors, à l'heure actuelle, tout de suite, ce fameux 4-3-3 n'est pas possible par rapport aux blessures et à l'absence de Jong et à la blessure absence de Gavi qui est en train de revenir mais qui devrait retrouver les terrains dans une semaine ou deux, pas tout de suite. Pourquoi est-ce que je reparle de ça maintenant, vous allez me dire? Parce que malheureusement, on a été face ce mardi soir à une prestation, une nouvelle fois, assez moyenne de Fermín López. Alors, je préfère le dire pour ceux qui me découvrent sur cette vidéo, j'ai aucun problème avec Fermín López, c'est d'ailleurs un joueur que j'apprécie beaucoup du côté du FC Barcelone. Mais force est de constater qu'il y a un théorème qui se répète match après match dans des grosses rencontres pour Fermín López, qui font que malheureusement ça reste un très bon joueur de football, mais qui n'accède pas à l'excellence pour l'instant. Dans les matchs à l'extérieur, difficiles de Ligue des Champions, dans les matchs difficiles également de Liga, on a souvent un Fermín qui devient de plus en plus fantomatique dans la rencontre. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il fait tout mal dans la rencontre de mardi soir. Des choses intéressantes, notamment déjà dans le pressing. Et dans l'effort collectif défensif, Fermín a toujours un gage de qualité. Là, il prend Tonali sur quasiment toute la rencontre, vous voyez ici, vous voyez une nouvelle fois ici, on a du Fermín qui est présent sur Tonali. C'est un effort qu'il faut prendre en compte. On est obligé de noter la prestation dans son global, et l'animation défensive, l'effort que met Fermín, il est à noter. Autre point intéressant de Fermín, sa proposition dans l'espace en tant que joueur de rupture qu'on connaît. Typiquement sur cette situation, il fait un appel qui est intéressant. Malheureusement, il n'y en a pas eu assez justement contre Newcastle, ou en tout cas, il n'y en a pas eu assez qui ont été différentiels. Et là, on va tomber malheureusement sur ce qui va porter défaut du côté du FC Barcelone, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a un Fermín López qui dans les circuits de passe est trop rarement présent, malheureusement. On a Bernal, on a Pedri qui sont là, le jeu se situe ici, on voit la possession du FC Barcelone qui se déroule à ce niveau du terrain finalement, mais il ne se passe rien au niveau des passes du côté du Barça ici. Ça va être l'une des grosses difficultés qu'on a contre Newcastle, mais qu'on a aussi contre d'autres équipes très fortes de Ligue des Champions, les cadors européens. On a cette difficulté du côté du Barça, depuis que Flick est là, d'avoir de la possession dans ce secteur-ci, dans le dernier tiers adverse. Fermín López, malheureusement, ne te permet pas de posséder, de conserver ce ballon-ci. Et trop rarement trouvé. Il est à la même hauteur que Lewandowski sur tout le match. Et c'est un joueur, encore une fois, qui entre les lignes a eu du mal. Alors que justement, c'était un match contre Newcastle, on l'avait dit, ça devait être parfait pour lui. Parce que Newcastle, en bloc médian, en bloc bas, laisse de l'espace entre ses lignes. Et il nous faut un joueur présent à ce niveau-là. Là, c'est pas pour vous montrer le bloc médian, mais c'est justement quand Newcastle va presser. Oui, c'est pas le rôle de Fermín de venir chercher les ballons. Mais Fermín n'est pas présent de par sa situation, de par son positionnement. On voit Bernal, on voit Pedri, les deux qui sont très bien quadrillés, et Fermín. À quel niveau est-ce qu'il nous aide dans ses sorties de balles? Il nous aide malheureusement pas assez. Des fois, on le voyait un petit peu latéral droit, comme il aime le faire, pour aider Lamine Yamal, mais dans l'absolu, ce n'était pas suffisant. On voit aussi ici, là on est dans une situation où on a un bloc médian bas du côté de Newcastle. Fermín doit se proposer, doit essayer d'être mobile. On le voit qu'à certains moments, il est trop statique, il est trop en attente dans ce rôle-ci qui n'est pas un rôle de relayeur, de numéro 10 entre les lignes. Tu te dois d'être constamment mobile et essayer de faire en sorte que tu sois démarqué constamment et proposer des solutions. Et Fermín ne l'a pas assez fait. Donc ça, c'est vraiment un des points qui a été difficile. Là, on le voit encore une fois à la 81e minute de jeu.
On a un Fermin malheureusement qui se cache un petit peu, qui est là, qui trottine. Alors, des joueurs peuvent être statiques, c'est pas la problématique d'être statique tout le temps, mais pour ce profil-ci, ça doit être beaucoup moins le cas et il doit se montrer un petit peu plus. Côté Barça, là c'est juste pour vous montrer une nouvelle fois le fait que dans le camp adverse, on a eu 23% de possession de balle sur le match contre Newcastle et que ça vient montrer ce que je vous disais tout à l'heure, cette problématique de garder le bal, de temporiser et de conserver le ballon pour en plus aider le pressing à la suite du côté du FC Barcelone. Pour vous montrer également que si je parle de Fermin Lopez, je suis obligé de parler de celui qui est censé le remplacer, ou en tout cas qui occupe aussi son poste, qui est Dani Olmo. Dani Olmo fait une rentrée qui nous permet d'avoir un penalty. Très bien. Dani Olmo fait souvent des bonnes rentrées quand Fermin est titulaire, au même titre que Fermin fait de bonnes rentrées quand Olmo est titulaire. Les deux, en fait, sont assez intéressants en sortie de banc. Ce sont des joueurs qui peuvent performer, ce sont des joueurs qui ont des coups d'éclat, ce sont des joueurs que moi j'apprécie. Mais sur la continuité, sur le long terme, malheureusement, à certains moments, il y a un petit plafond de verre pour les deux. Ils sont capables de fulgurance, mais qu'est-ce que ça donne match après match, contre des grosses équipes, L'année dernière, souvenez-vous de Dani Olmo face à l'Inter Milan. C'était trop limité et on l'avait dit, on l'avait critiqué. Et finalement, en fait, on n'arrive pas à trouver une solution justement par rapport à ce fameux joueur qui est censé être le numéro 10 du FC Barcelone, parce que pour moi, il n'y a pas assez, encore une fois, de continuité et de constance à ce poste-ci au très très haut niveau pour l'instant. Voici pourquoi je parle du 4-3-3. Parce qu'on n'a pas ce joueur qui est présent et donc en fait c'est comme si on jouait avec finalement un joueur en moins sur le terrain. Parce qu'on n'arrive pas à le trouver, parce qu'il n'arrive pas à se montrer, à mettre en avant ses qualités dans ce genre de rencontre. Alors je mets le petit Gavi en fantôme un petit peu parce qu'il est derrière et que sur cette saison je compte pas trop moi sur Gavi, c'est surtout à partir de l'année prochaine que je vais compter sur lui. J'ai pas envie de lui mettre la pression sur son retour. L'avènement de Marc Bernal actuellement nous permet d'entrevoir ce 4-3-3. Sans Marc Bernal, au tout début de saison, on pouvait encore se poser des questions. Avec Marc Bernal qui performe très bien pour son âge et qui nous surprend, qui en surprend pas certains, mais moi il me surprend parce que je ne l'attendais pas à ce niveau, c'est vraiment un côté positif pour le mettre en place ce 4-3-3. Donner la liberté de Frenkie de Jong d'être numéro 8, d'être un joueur de projection comme l'a été sous Coman, comme il l'a montré déjà sous Flick à certains moments où il est placé un petit peu plus haut. Pedri lui permettent aussi à certains moments d'être plus haut, comme il le fait en Espagne, être proche de la zone de numéro 10. Ces trois joueurs-là peuvent être mobiles, peuvent permuter. Il y a une intelligence. Souvent on dit oui, mais si on enlève le numéro 10, on perd une arme offensive, on perd un joueur qui est présent dans les 30 derniers mètres. Non, non, ces joueurs peuvent avancer, ces joueurs ne sont pas obligés d'être totalement reculés. Ces joueurs sont complémentaires, ces joueurs justement t'apportent de la possession du ballon. Et typiquement face à Newcastle, si on avait eu ces trois joueurs-ci, pour la sortie du ballon, on aurait eu un joueur en plus. Ça nous aurait aidé. Donc pour la sortie de balle face au pressing adverse, ça aurait été bon. Et pour la construction dans le camp adverse, ça aurait aussi amené d'autres choses. Donc voilà, encore une fois, tout n'est pas acheté côté Fermin. Tout n'est pas acheté côté Olmo. Ça reste des joueurs très importants contre des équipes de Liga, moyenne envergure, voire même dans des gros comptes importantes de Liga. Ils peuvent être présents ces joueurs-ci. Je ne les jette pas à la poubelle. Mais je pense qu'il va être temps vraiment de réfléchir au 4-3-3. Ça doit être une des solutions mises en place par Flick. Bien sûr, je le répète, aujourd'hui, ce n'est pas possible de le mettre en place, malheureusement. Mais quand De Jong sera de retour, quand Gavi ira un petit peu mieux, je pense qu'il faudra au moins le tenter. Il faudra le voir. Parce que là, ce 4-2-3-1, à certains moments, limite trop par rapport à cette pointe haute du milieu qui est trop fantomatique. Passons maintenant à un côté positif. On va faire côté négatif, côté positif dans cette vidéo à chaque fois. On va alterner entre les deux. Enfin mature. On est dans un match où, oui, encore une fois, comme je l'ai dit, il y a une partie de la commu qui est frustrée par rapport à ce qu'on a proposé. Mais ce qu'on a proposé, il faut l'avoir en tête, c'est aussi par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Ça porte bien son nom, le terme passé. Ce match contre l'Atlético au Wanda Metropolitano, dans lequel on a pris un 4-0 en une mi-temps, je le rappelle, et qui nous a mis KO pour le match retour. On l'a dit, il faut que ça nous serve de leçon. Il faut apprendre de cette rencontre-ci. Apprendre quoi? Apprendre qu'on ne peut pas jeter à la poubelle une partie comme ça, un match aller. Et c'est ce qu'on a fait contre Newcastle. Je pense qu'on avait grandement ce match contre l'Atlético en tête et que Flick l'a dit même dans la conférence d'avant-match, si on peut jouer le match nul, on joue le match nul. Alors certains diront oui, mais ce n'est pas de la stature du FC Barcelone de le faire. Côté Newcastle, mesdames et messieurs, ils jouaient le match de leur vie. Souvenez-vous de la conférence de presse d'Eddie Howe avant le match. Ils sont dans l'un des matchs les plus importants historiquement du club. Ils allaient tout donner, c'est un huitième de finale pour eux. Chez eux, il y avait je ne sais plus combien de millions de téléspectateurs. Ils voulaient se donner à 250% parce qu'ils savaient que ce match allait être grandement diffusé et qu'ils représentaient leur club. Et pour eux, c'était un énorme événement. Donc je comprends
Oui, ils sont 12e de Première Ligue, etc. Le match le plus important de l'histoire du club arrive très bientôt. C'était ça pour eux. Alors qu'on connaît déjà l'enfer de St. James Park de base quand c'est même pas le match le plus important de leur histoire. Regardez à quel niveau d'intensité ils se sont mis, à quel niveau mental ils se sont mis. Newcastle, il faut l'avoir en tête. Est-ce que vous aviez envie de voir un FC Barcelone qui, comme contre l'Atlético, pressait très haut, mais pressait extrêmement mal et laissait sa défense avec 40 mètres dans son dos? Est-ce que c'est ça que vous aviez envie de voir? Je peux comprendre la frustration, mais pour moi, il y a de la maturité dans la manière dont on a abordé le match. Ça, je vous l'ai montré dans le débrief. C'est une image qu'on a très souvent vue. Ronald Araujo qui prend son temps pour les touches. C'est bête, c'est peut-être enfantin pour certains. On a gagné du temps à certains moments. Des fois, c'était Joan Garcia, des fois, c'était d'autres joueurs. Oui, on a voulu faire en sorte d'éteindre le feu de St. James Park. C'était l'objectif. Et pour moi, c'est un objectif qui est intéressant. Ça n'enlève pas qu'il y a eu des points de difficulté. On les a énumérés dans le débrief. Oui, il y a eu du déchet techniquement, que ce soit de la part des offensifs, certains milieux de terrain qui se sont trop cachés. Il y a eu des défauts. Je ne suis pas là à vous dire qu'il n'y avait pas de défauts. Mais dans la manière dont on a abordé le match et on a essayé de l'éteindre, je trouve que c'est bien. La maturité dans ce bloc médian également, la manière dont on défend. Vous voyez, d'habitude, on a notre ligne défensive qui est présente ici. Là, ce n'est pas notre ligne défensive, c'est notre ligne offensive qui défend à ce niveau-là. On sait qu'on est un petit peu plus fatigué. Qu'est-ce qu'on fait? On est mature, on redescend un tout petit peu pour ne pas se prendre les vagues de Newcastle, tout simplement, et ne pas presser bêtement alors qu'on sait qu'on n'est pas en capacité de le faire et de mettre en danger notre défense. Encore une fois, là, on voit la maturité. Koubarsi, Gérard Martin, ils suivent. Ce n'est pas le hors-jeu systématique comme beaucoup ont voulu le désigner. Non, on est intelligent. On essaye d'être présent. Fermine, comme on l'a dit, et sur Tonali. On essaye de boucher les angles de passe, les passes qui peuvent casser les lignes. On est présent. Et ça, pour moi, c'est des actions qui montrent qu'on a été mature contre Newcastle. Typiquement aussi, qu'est-ce qui a fait qu'on était mature? Je vous montre cette image-là. Ça, c'est une relance de Joan Garcia pour Lewandowski. On l'a fait plein de fois dans ce match-ci. C'était aussi montrer que malheureusement, on n'arrivait pas à outrepasser le pressing de Newcastle. Bien évidemment, je ne vous dis pas que c'est totalement une victoire. Mais à certains moments, il faut être aussi mature pour allonger et se dire, bah là, ils nous prennent en 1 contre 1, on n'arrive pas à ressortir, on n'a pas la qualité technique pour le faire. Bon, bah, on essaie de dégager sur Lewandowski. Et des fois, il faut aussi avoir la maturité pour pouvoir faire ce genre de geste-ci. Donc voilà, côté FC Barcelone, pour vous dire que c'était important de montrer ça. Important de montrer que oui, ok, on peut être frustré sur plein d'autres choses, mais sur la manière dont on a abordé cette rencontre, je trouve que c'est plutôt bien. On donne les cartes en main pour le match retour qui, lui, sera chez nous. Tout se jouera, bien évidemment, mais je pense que là, entre guillemets, la manière dont on va l'aborder, le comportement sera totalement différent. Troisième point un petit peu négatif, hein, encore une fois, le réveil de Rafinha. Il faut que le Brésilien se réveille parce que là, on commence sur être un enchaînement de matchs qui est compliqué pour le Brésilien. Je suis inquiet, Thomas. Je suis inquiet sur Rafinha et sur la fin de saison qui pourrait conditionner la fin de saison du FC Barcelone parce qu'on a toujours parlé du Barça avec Lamine Yamal, le Pedri évidemment, qui sont très importants. Mais moi, je l'ai aussi dit sur ce plateau à plusieurs reprises, le troisième homme, c'est Rafinha parce qu'il t'apporte cette caution intensité et cette caution capacité à être décisif dans des moments importants. Et ce soir, Rafinha, par la force des choses, il est quand même impliqué sur l'action du penalty, une très belle passe. Et son match il est très insuffisant et ça s'inscrit dans une période où Rafinha, il n'est pas bien parce que c'est un joueur qui est conditionné par ses allers-retours à l'infirmerie et il trouve pas cette dynamique, il trouve pas notamment cette continuité qui lui permet d'être le joueur qu'il a été lors de la saison 2024-2025. Et là, va falloir se poser cette question, c'est est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va revenir à temps pour que le Barça puisse aspirer à de meilleures choses? Parce que je pense qu'un Lamine Yamal et un Pedri, ils auront toujours un très haut niveau. Ça, il n'y a pas de souci. Il faudra quand même capitaliser sur un Rafinha pour avoir ne serait-ce que du répondant. Parce que là, on est dans un secteur offensif où il y a la problématique du numéro 9. Ça va être un boulet sur la fin de saison. La problématique du numéro 10, c'est-à-dire Dani Olmo, il est aligné, donne pas satisfaction. Fermini, il est aligné, donne pas satisfaction. Mais là, si en plus, l'autre problématique, Rafinha, qui n'existe pas, ou tout du moins, qui n'est pas compétitif dans de très grandes proportions, on a un problème. Ce match-ci, la deuxième mi-temps est un petit peu mieux que la première, mais ça reste un peu compliqué. Dans les choix, ça n'a pas été très bon. On l'a vu faire des passes des fois à juste tout simplement à Newcastle, même pas à son coéquipier, des passes qui n'arrivaient pas du tout. Dans les choix, les prises de décision, la qualité technique de Rafinha, ça a été très criant. Dans des moments où il devait prendre l'espace et d'habitude où il est bon, il ne l'a pas fait. À l'instar de Fermin Lopez, joueur qui reste toujours très important pour le repli, pour les efforts qu'il mettra sur le terrain. Ça, on ne lui enlèvera jamais à Rafinha. Et je l'applaudis pour ça. Mais force est de constater que depuis quelques matchs,
on stagne un petit peu. Vous le voyez, c'est pas catastrophique. Je suis pas en train de vous dire que là, on est sur un joueur type Koundé cette année, type Baldé. Pas du tout. Rafinha reste un bon joueur et un joueur très important du côté du FC Barcelone. Mais quand on voit ses statistiques, malheureusement, je suis désolé, c'est beaucoup moins, surtout qu'on peut prendre en compte des pénaltys très souvent dans lesquels il va marquer, beaucoup moins présent qu'avant. Et encore une fois, en plus de ça, en plus des statistiques, l'empreinte qu'il a dans le jeu. Rafinha est moins présent. Et ça va coûter au FC Barcelone parce que l'année dernière, c'était un joueur qui statistiquement devait être présent pour le Barça. L'année dernière, il l'a totalement été. Cette année, il ne l'est plus. Regardez, l'année dernière, 34 buts, toutes compétitions confondues sur toute la saison, 26 passes décisives. 34 buts, 26 passes décisives sur toute la saison. Cette saison, il joue 2 fois moins. Là, on n'est qu'à la moitié, entre guillemets, un peu plus de la moitié de la saison. L'année dernière, il était à 57 matchs. Là, il est qu'à 28, donc c'est la moitié. Et puis même en termes de minutes, c'est beaucoup moins, je vous l'accorde. On ne compare pas du tout les mêmes choses. Mais au même stade l'année dernière, il avait déjà beaucoup plus de buts et beaucoup plus de passes décisives. Là, on a 14 buts, 5 passes décisives. Et si on prend les derniers mois, les dernières semaines, ce taux, ce ratio, il baisse encore plus. Et malheureusement, on a des numéros 9 qui bégayent au FC Barcelone. Ferran Torres, Lewandowski, on sait que c'est pas assez. Donc en plus de ça, si un des joueurs qui est censé stater le plus, être le plus présent offensivement, que ce soit par les buts, mais par les passes décisives, l'année dernière c'est 26 passes décisives, là c'est que 5. Il n'est pas présent, ça veut dire qu'il n'y a que Lamine Yamal en fait finalement qui peut stater du côté du Barça. Il faut absolument qu'on retrouve ce Rafinha Prime. Rafinha était l'année dernière top 3 des joueurs les plus importants du FC Barcelone. Top 1 pour certains, top 2 pour d'autres, top 3 pour encore une autre partie de la communauté, si vous voulez. Mais on était tous d'accord pour dire qu'il était dans le top 3. Est-ce que, à l'heure actuelle, Rafinha, selon vous, est dans le top 3 des joueurs les plus importants du Barça sur cette saison? Je vous pose la question. Selon moi, à l'heure actuelle, non. Est-ce que ça veut dire qu'il ne le sera pas? Est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas se réveiller? Encore une fois, j'en sais rien, je n'ai pas la boule de cristal. Mais force est de constater que son rendement et son apport pour le Barça est différent cette saison que l'année dernière et on aura besoin de lui. Donc on a absolument besoin d'un réveil de Rafinha. En revanche, on a quelqu'un qui s'est réveillé, mesdames et messieurs. Ça, c'est notre Espagnol, défenseur espagnol. Coucou is back, Cubarsí. Quel match, quelle partie. Alors je tiens à le dire tout de suite, son acolyte, Gérard Martin, prestation XXL également, bien évidemment. Et je suis très content qu'il l'ait faite parce que le nombre de critiques qu'il a essuyé, Gérard Martin, ça fait plaisir qu'il enchaîne et qu'il enchaîne à chaque fois bien en ce moment. Donc très content pour lui. Mais attardons-nous plutôt sur Cubarsí sur cette vidéo aussi, qui te sort une nouvelle très bonne performance. Il les enchaîne, l'Atlético Madrid, même d'autres matchs avant, où vraiment il a carré la défense, mais d'une force extrême. On est super content. Moi, ça fait partie de mes chouchous, si je suis honnête avec vous. Je dois être totalement transparent, ça fait partie de mes chouchous. Ça ne m'a pas empêché, dans les notes de mi-année, de lui mettre une note qui était assez moyenne parce que je trouvais que sa première moitié de saison n'était pas très bonne. Voilà, ça ne m'empêche pas de le dire. Mais là, depuis le début de l'année 2026, il est de retour, mesdames et messieurs. Là, 90 minutes, 87% de précision de passe avec certaines passes qui cassaient des lignes. Il faisait avancer le jeu. Les duels au sol, il les a remportés en majorité. Des récupérations, des blocs. Bref, on a eu plein d'actions défensives de Cubarsí qui ont été importantes hier. Au même titre que Gérard Martin. Encore une fois, je vous le dis, les deux ont vraiment été très très bons. Mais Cubarsí, on est sur une continuité qui est très importante au FC Barcelone. Ça vient juste après cette déclaration de flic et je suis extrêmement d'accord avec ça. Pour moi, Pau Cubarsí a le même niveau que Lamine Yamal, mais en défense. Voilà. Pour moi, Cubarsí a le même niveau que Lamine Yamal, mais en défense. C'est très très important cette phrase-ci. Comme je l'écris, la problématique avec Pau Cubarsí, c'est que contrairement à d'autres, il ne peut pas se permettre de ne pas être bon pendant 45 minutes. Il ne peut pas se permettre de rater un geste technique, de rater un contrôle, de rater une passe. Parce que s'il le fait, c'est tout de suite but pour l'adversaire. C'est tout de suite occasion dangereuse pour l'adversaire et ça se voit. Et bien évidemment, on va lui tomber dessus, on va le critiquer facilement. Alors qu'encore une fois, c'est un des défenseurs sous l'air flic qui a le plus à gérer dans son dos. Le plus d'espace à gérer, c'est Cubarsí. Alors qu'un Lamine Yamal, alors qu'un Rafinha, alors qu'un Lewandowski, alors qu'un Ferran Torres, eux, ils peuvent se permettre de ne pas être bons pendant 45 minutes, d'être un petit peu invisibles, de rater des dribbles, de rater des contrôles. Ils peuvent. S'ils marquent un but, une passe décisive à la fin, ils peuvent se le permettre. Cubarsí, lui, non. Il a 19 ans et ce qu'il arrive à faire avec cette pression dans la globalité de sa carrière au Barça, c'est titanesque. Titanesque. En plus de ça, c'est pour ça que je vous montre cette photo d'effectif, il doit composer très souvent avec un autre acolyte. Il a eu du Eric Garcia cette saison. Alors déjà, il a perdu son mentor, parce que
On le rappelle, un jeune joueur comme ça, normalement, ça a besoin d'un mentor à côté de lui. Et on l'a vu l'année dernière, l'importance d'Inigo Martinez dans ce rôle-ci. Mais là, cette saison, c'est tout et n'importe quoi. On lui a mis du Eric Garcia. Eric Garcia performe aussi très bien en tant que défenseur central. Je ne dis pas le contraire, mais on lui met du Eric Garcia. On lui met du Gérard Martin. On lui met du Ronald Araujo. On lui fait changer tout le temps de collègues, de coéquipiers. Des fois, il passe axe droit, axe gauche. Il bouge tout le temps. Et malgré tout, dans l'ensemble, depuis le début de l'année 2026, c'est des bonnes performances de la part de Cubarsí. Donc encore une fois, grand bravo. Et ça fait très plaisir de retrouver un défenseur à ce niveau-là. Même si, comme je vous le dis, depuis le début de la saison, le principal problème du Barça, ce n'est pas sa défense pure, c'est son animation défensive. Et malheureusement, ce défenseur, Cubarsí, des fois, il a été trop laissé seul par les milieux de terrain, par les attaquants. Débrouillez-vous les défenseurs. Avec 40 mètres dans votre dos, avec des attaquants qui fusent dans votre dos, débrouillez-vous. Nous, le pressing, on s'en occupe pas. Et ça, malheureusement, on tire sur Cubarsí parce qu'on dit « Ah bah Cubarsí n'a pas réussi à faire son tacle. » Oui, mais attends, il doit s'occuper de 3 joueurs qui vont à 150 km/h dans son dos. C'est peut-être un petit peu compliqué. Il faut peut-être que les autres ils fassent les efforts pour l'aider aussi. Mais là, on le retrouve encore une fois à un bon niveau et il apporte de la sérénité dont on a tant besoin. Dernier point, mesdames et messieurs, attention à la fatigue, point d'interrogation. Le Barça a montré quelques petits signes de fatigue et le montre depuis quelques temps. Il peut y avoir une certaine inquiétude. Certains disent c'est à cause du match contre l'Atlético Madrid. On a vu cette fatigue avant le match contre l'Atlético Madrid. Elle était déjà présente. Ce match aussi, peut-être, on a rajouté, mais dire qu'elle n'existait pas avant, c'est faux. Je ne sais pas ce qui s'est passé cet été lors de justement la préparation physique, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un hic parce que c'est pas habituel, c'est pas normal de voir un Barça autant sur les rotules qu'il devrait l'être à ce stade de la saison. Lucas, qui est un Twitter, qui est sur Twitter, qui est très intéressant si ça vous intéresse, tout ce qui est justement le physique, il est kiné lui, et justement il est très très bon là-dedans, et supporter du FC Barcelone, donc n'hésitez pas à vous abonner à son compte-ci. Énormément de joueurs sont carbo, d'où le manque de propositions offensives et de déchets techniques. On a parlé du déchet technique contre Newcastle, bien évidemment que ta forme physique joue sur ton déchet technique. Le mois de mars est souvent un mois difficile à gérer pour les équipes de haut niveau, beaucoup de matchs, peu de repos, fatigue chronique qui s'accumule. Les muscles mettent du temps à récupérer complètement après plusieurs semaines de matchs rapprochés. Week-end de LDC, matchs cruciaux en championnat, manque cruel de profondeur de banc. Tout ça font que oui, on peut s'inquiéter par rapport au rendement du Barça sur le côté physique. De mon côté, je trouve, c'est peut-être que mon avis, qu'on en a fait un petit peu trop sur le match contre Newcastle. Physiquement, déjà on a été meilleur qu'eux au duel au sol, on a un pourcentage qui est meilleur, vous l'avez vu dans le débrief, que Newcastle. Et regardez, même à la 77e minute de jeu, on exerce un pressing sur Newcastle. Dire qu'on a été totalement cramé, je ne suis pas extrêmement d'accord sur ce match-ci. On a eu des signes de fatigue, Eric Garcia qui se blesse juste avant le match, Bernal qui a des crampes, Bernal ça peut se comprendre, Eric Garcia, ça peut arriver. On a les blessures de Koundé, les blessures de Baldé qui nous font se dire que là, c'est vraiment le bordel. Mais contre Newcastle, j'ai trouvé quand même qu'à certains moments, on répondait présent. Et justement, avec la maturité dont on a parlé tout à l'heure dans la vidéo, on arrive à allier cette petite fatigue avec un bloc médian et donc de se préserver un petit peu dans ce genre d'effort. Mais ça n'empêche pas qu'à la 78e minute de jeu, on continue à presser, on continue à être haut sur le terrain. Donc, je trouve qu'il y a eu un petit peu d'affolement sur ce point-ci. Ça n'empêche qu'on a à la limite, qu'on est sur la tangente et qu'on est à ça de tomber. La principale explication du manque de créativité et de dynamisme du Barça lors du match contre Newcastle réside en grande partie dans l'état physique et la fatigue des joueurs. Il y a une semaine, l'équipe a dominé l'Atlético 3-0, mais une semaine après, le niveau affiché a été complètement différent. Le match a laissé l'équipe très approuvée et enchaîné ensuite à Bilbao a accentué cette fatigue. Ce que contre Bilbao, Pedri n'est pas titulaire, Rafinha non plus, il n'est pas titulaire. Le prochain match à domicile contre Séville représente donc une véritable opportunité pour Flick de procéder à un turnover important. Même si la course au championnat reste ouverte, c'est le moment idéal pour donner du repos aux titulaires et sortir rapidement les joueurs si le score est acquis. Alors ça, vous le savez, dans la commu, on va avoir le petit clan, là. Ce petit clan qui va dire « Non, il faut mettre l'équipe type contre Séville parce qu'il faut conserver 4 points d'avance sur le Real Madrid. » Voilà. Moi, je suis plutôt de l'avis à chaque fois de Lucas, c'est-à-dire de dire que là, il y a un match de Ligue des Champions après, dans même pas une semaine. Il faut peut-être aussi penser au repos et qu'on a un joker. On a justement 4 points d'avance, il faut peut-être un petit peu en profiter, sans changer les 11 joueurs sur le terrain, bien évidemment. Mais comme Bilbao, procéder à une petite restructuration. Petite, légère, mais qui sera importante. Ça sera dans la réflexion d'Antiflick. Il doit réfléchir à ça. Parce que comme je vous l'ai dit, contre Newcastle, je trouve que ça allait, qu'on en a un petit peu trop fait, mais que dans l'ensemble, l'effort physique a été fait, le pressing a été présent. Donc là-dessus, ça a été bien géré. Mais ça se joue à très très peu de choses
justement bascule dans une équipe qui est complètement cramée. Donc c'est maintenant que la gestion physique, elle se joue. Pour ça, il faudra prendre des risques. Il faut prendre des risques. Soit le risque de faire enchaîner ton équipe et de tuer tes joueurs sur le terrain, tout le temps les mêmes joueurs, H24, 90 minutes. Et là, selon moi, tu vas te prendre le mur. Donc c'est un risque, mais en même temps, tu peux ne pas te le prendre et réussir à performer comme ça, parce que je n'ai pas la boule de cristal. Soit le risque, tu changes ces joueurs types en mettant des remplaçants. Et donc tu perds en niveau intrinsèque. Mais dans tous les cas, il faudra prendre un risque. C'est Flick qui le décidera et on verra ça ce week-end, d'ores et déjà ce week-end contre Séville. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi ces 5 leçons justement qu'on a apprises contre Newcastle. N'hésitez pas à me dire si vous en voyez d'autres, si vous êtes d'accord avec moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. À tout bientôt. Ciao.